Les seules lumières qui venaient vers nous mouraient après des déflagrations sur les toitures des habitations. Je craignais qu'une insomnie ne vienne perturber mon sommeil et m'obliger à écouter dans le noir le discours de Fama, si discours il y avait encore. Je venais de réaliser que j'avais eu une très grande chance d'être encore en vie. Téméraire que je fus en sortant de chez Paul, j'aurais pu, sur mon chemin de retour, prendre une balle dans la tête. On m'aurait compté parmi les victimes de l'agression, ayant succombé à leurs blessures, alors qu'en réalité, je n'aurais été victime que de mon individualisme et de ma sottise. Pourquoi d'ailleurs ai-je fui la mort en groupe ? Ah, tiens, je comprends mieux. Il paraît que devant les portes de l'enfer et du paradis, ce sont toujours les mêmes anges qui attendent les nouveaux arrivants. Ils tiennent les dossiers de tous par ordre d'arrivée. J'ai peut-être à un moment pensé qu'ils ne seront pas contents de nous voir venir en groupe tous à la fois. Je me suis dit que peut-être cette façon de venir pourrait éventuellement les contrarier, les énerver et les amener à décider de nous jeter tous en enfer sans se donner la peine de lire attentivement chaque dossier. Une telle situation me ferait très mal car moi, je suis bien et je ne fais que de bonnes choses. Je n'ai qu'un seul défaut. C'est mon manque d'honnêteté et de sincérité envers la révolution. Que Dieu me pardonne. La révolution est trop difficile à suivre. Il faut avoir fait une bonne formation idéologique pour la comprendre. Je ne suis pas juste avec elle, je ne le suis pas et personne d'ailleurs ne l'est. Les grands médecins, les gouverneurs des régions et des banques, les chefs religieux, les enseignants tous cycles confondus, les femmes au foyer, les bébés dans le ventre de leur mère, tous, nous sommes tous injustes et hypocrites envers la révolution. Je sais qu'elle n'est pas une chose facile pour les hommes qui disent ce qu'ils pensent et exactement comme ils pensent. Comme tout le monde, je ferai tout pour tirer profit d'elle, mais je ne la subirai pas et moins encore mourrai pour elle. Avant que le sommeil ne vienne à bout de moi, l'électricité était de nouveau rétablie. Un nouveau discours de la voix qui nous était familière commençait. Peuple résolument révolutionnaire, nous sommes à la fin des combats. Nous vaincrons, la révolution vaincra. Vive la révolution, prêt pour la révolution. Dans ce discours, la voix qui nous était familière tranchait avec le doute. La victoire de la révolution semblait imminente et l'invincibilité des révolutionnaires semblait devenir de plus en plus une réalité. Fama n'avait jamais cessé de dire que la révolution vaincrait. Il nous avait mis en confiance à travers la voix qui nous était familière. Certains se presseront de donner l'impression d'être prêts pour servir la révolution afin de continuer à toujours tirer profit d'elle sans jamais l'avoir aimée un seul jour. L'annonce de cette victoire imminente me rappela la longue conversation de Paul et de sa femme. La peur commençait à mon tour à me nouer la gorge. Je pensais à tout ce qu'ils se disaient en ma présence. L'idée de rester seule chez moi, cette idée qui m'avait amené à fuir de chez Paul, ne me convenait plus. Elle me semblait être une trahison de la révolution. À cette idée, je me sentais vidée de toutes mes forces. Je ne supportais plus une fois encore ma solitude voulue. Aussitôt, je suis sortie de chez moi, j'ai rebroussé chemin pour retourner auprès de Paul afin de l'inciter à venir avec moi pour rejoindre les autres concitoyens. Il ne fallait pas donner raison à ceux qui allaient nous dénoncer de ne pas nous avoir vu prendre part à ces attroupements. Nous devrions, par notre présence, apporter la preuve de notre engagement militant. Pour cela, j'ai arpenté la grande avenue qui menait à la maison de Paul au risque de prendre une balle perdue. D'ailleurs, si cela m'arrivait, ces imbéciles de révolutionnaires croiraient que je suis mort sur le champ de bataille. Je deviendrai un martyr. Seuls Paul et sa femme pourront avoir des doutes sur cette version des faits. Ils se diront, sans l'avouer à personne, que je venais chez eux où j'aurais bu tranquillement en leur compagnie une bière. Ils savent que je préférerais leur compagnie plutôt que partir exposer ma vie dans les rues en feu au bal des agresseurs. Enfin, seuls Paul et sa femme sauront que je suis partie de chez moi pour faire diversion.
Paul et sa femme sont des gens formidables. Ils sont très généreux. S'il m'arrivait quoi que ce soit, ils seraient les seuls à savoir la vérité. Comme moi, ils sont hypocrites, démagogues et lympathiques. Ils sont habitués à la vie facile, à gagner beaucoup en ne travaillant que très peu. Ils flirtent avec le PRC et la révolution. Je sais que Paul n'est pas un révolutionnaire. Je peux mettre ma main au feu qu'il n'a jamais été un révolutionnaire. Quant à Citon, je ne suis pas si catégorique. Paul est né chrétien, il a toujours bu de l'alcool sans jamais se saouler. Il paraît que le jour de sa naissance, on lui avait fait boire de l'alcool avant le lait de sa mère. L'alcool est dans ses veines depuis très longtemps. Le lait maternel a rencontré l'alcool dans son sang, mais heureusement, il n'a pas eu d'antagonisme entre les deux. L'alcool a laissé un petit espace vide au lait et ils se sont inégalement partagé son organisme. Contrairement à Paul, Mamadou le révolutionnaire avait trop bu le lait maternel avant de découvrir l'alcool. Le lait n'était pas très hospitalier. Il n'a pas accepté la cohabitation avec l'alcool et chaque fois que Mamadou prend un verre d'alcool, ce liquide lui monte à la tête. Après tout, Mamadou est né musulman avant de devenir révolutionnaire. En sortant de chez moi, j'ai pris un risque mesuré. J'ai profité d'une accalmie entre deux rafales de mitraillettes pour me faufiler derrière les acacias qui longent l'avenue. À mon arrivée dans la cour de Paul, je me suis précipitée sur la porte de sa maison. À quelques mètres de là, j'ai entendu des gémissements. J'ai frappé à la porte, Citon me l'ouvrit et à ma grande surprise, elle se jeta dans mes bras en sanglotant. Je suis heureuse que tu sois revenu. Ton ami ne fait que pleurer depuis le début de ces événements. Il frise la folie. Il croit que la victoire de la Révolution sera un cataclysme, un déluge dont les flots nous emporteront. Je suis fatiguée. Je ne savais pas que le cerveau de l'homme que j'ai épousé ne pesait pas plus que celui d'une poule. Dans cette maison, j'appréhende notre mort avant la victoire finale annoncée. Les gros yeux globuleux de Paul étaient rouges comme les piments antillais et ses larmes coulaient comme l'eau dans une calebasse percée. J'ai cru un moment qu'il avait appris que son oncle était mort d'une balle en plein cœur. Cet oncle qui est son protecteur, notre bienfaiteur et notre espoir commun. C'est lui qui l'avait recommandé à son ministre pour le placer à ce poste très juteux, d'où il tire sans trop de peine le prix de notre bière quotidienne. Je prie Dieu que rien n'arrive ni à Paul ni à son oncle. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Jean de La Fontaine. Je ne comprenais pas la raison des interminables pleurs de Paul. Si je lui posais la moindre question, il pouvait me raconter n'importe quoi pour noyer le poisson. Car en de pareils moments, tous les chats sont gris. Tout le monde se méfie de tout le monde. Dieu merci, une opportunité vint se présenter quand Citon relança la conversation en s'adressant à moi. Peux-tu demander à ton ami de nous dire ce qui lui fait déverser tant de larmes ? Je me tournai vers Paul et avant que je ne lui demande, il me dit « Mon cher ami, Citon sous-estime les conséquences de notre audace. Mamadou est le plus grand révolutionnaire que l'histoire de l'humanité ait connu. Comment avons-nous osé frapper publiquement cet homme et sa femme ? Notre comportement est inacceptable et il ne restera pas impuni à moins que la Révolution perde la guerre. Mais puisqu'elle est invincible, puisqu'elle vaincra, alors mon cher ami, comprends-tu maintenant ce qui nous attend ? Ces inquiétudes étaient certes fondées, mais il ne fallait pas céder à la panique. Citon, sans dire un seul mot, se leva et alla nous chercher une bière à chacun avant de me demander encore. « Cher ami, toi qui connais bien Fama, est-il, oui ou non, un révolutionnaire ?» « Ma chère amie, lui dis-je, il me semble avoir déjà répondu à cette question. Fama n'est pas un révolutionnaire et il ne l'a jamais été. Il est bien sûr un militant du PRC, c'est lui qui avait adopté le PRC dès sa naissance. Fama n'est pas n'importe qui, il est loin d'être un jouet. Il ne faut surtout pas s'amuser avec lui, son comportement n'a rien de ludique.
Il est l'un des plus énigmatiques de nous tous. Un grand artiste africain m'avait un jour dit que le pire des poisons pour tuer un homme, c'est sa propre parole. Il me disait de faire toujours très attention à ce que je dis au cours d'une conversation, car c'est à ce moment qu'on se relâche par confiance ou par naïveté. C'est ce qu'une conversation peut nous faire dire, un interrogatoire ne le peut pas. J'ai toujours peur de la conversation avec un inconnu et au même titre, j'ai toujours peur de parler de Fama. Si je me permets de parler de lui, c'est parce que je vous connais et je vous fais une entière confiance. C'est dangereux de parler de Fama. Il n'a pas été fait par Dieu comme nous autres. Il est protégé comme une pierre qui se trouve au fond de la rivière, que la pluie ne touche jamais, que le soleil ne brûle pas et que le vent également ne touche jamais. Penses-tu qu'il fera sienne la victoire de la Révolution ? Ma chère amie, il fera tous les sacrifices du monde pour que la victoire de la Révolution soit naturellement la sienne. Il ne pourrait en être autrement. Il est le président de tout le peuple et de tous les révolutionnaires. Fama est très rusé. Il sait cacher ses émotions. Il donnera toujours l'impression d'être naïf ou indifférent pour mettre la main sur ses adversaires. Il utilisera exactement la même stratégie que le caïman qui vient se coucher au bord du fleuve, ouvre grandement sa gueule sur le sable chaud de la plage pour laisser les mouches y entrer par centaines avant de les avaler. Il laissera les révolutionnaires se battre contre les agresseurs jusqu'à la victoire finale. Ensuite, il en profitera pour mettre la main sur tous ceux qui sont supposés être ses ennemis. La victoire de la Révolution sera suivie d'une autre lutte plus longue, plus meurtrière et malheureusement plus compliquée à comprendre. La victoire de notre peuple sur ses ennemis sera paradoxalement le début de la déchirure. Les conflits identitaires vont commencer et la lutte pour la prise ou pour la confiscation du pouvoir va entraîner notre peuple dans l'abîme. L'humiliation, l'expropriation des paysans, la spoliation des riches, la chasse aux intellectuels et l'appauvrissement des classes moyennes seront l'essentiel du lien social. Paul m'écoutait avec la plus grande attention. Durant tout le temps que je parlais, il n'avait pas avalé une seule goutte de sa bière. Il s'adressa enfin à sa femme comme s'il sortait d'une longue hibernation. Citant, j'ai l'intime conviction que je vais mourir très bientôt. Mamadou est dans le cœur de Fama comme la langue est dans la bouche. Pour arriver à ses fins, il ira lui dire tout ce qu'il voudra et il mettra tout en œuvre pour nous faire disparaître. Tout ce que Mamadou dira à Fama sera pris pour argent comptant. Il n'a de pitié pour personne. Il a la révolution dans le sang et l'idéologie dans le crâne. C'est malheureux ce qui nous arrive. Tu seras bientôt la jeune veuve de Paul qui t'a tant aimé et tant désiré. Paul, cesse de saper le moral de ta femme. Nous n'en sommes pas encore là et pour vous rassurer, j'ai un secret à vous dévoiler aujourd'hui par amitié. Ce secret doit rester entre nous et pour toujours. Ils me regardèrent avec des yeux ahuris accrochés à mes lèvres. Vous n'avez pas à craindre Mamadou. Il est bien sûr un grand révolutionnaire, mais il n'est pas bien apprécié par les militants du PRC. Là-bas, on le trouve trop agité, hyperactif, assoiffé de pouvoir et bon à rien d'autre qu'à défendre la révolution. Je tiens à vous rassurer que Fama ne l'aime pas. Vous ne connaissez que très peu de choses sur Fama. Malgré le secret médical auquel son psychologue est soumis, il m'a beaucoup parlé de lui. Il paraît que sa personnalité est particulièrement difficile à cerner. Chez nous ici, on dit qu'il est comme le caméléon, c'est-à-dire qu'il change de couleur selon le décor dans lequel il se trouve. Par ailleurs, il est d'une timidité indescriptible. Chaque jour, il paraît qu'il se réveille à 4 heures du matin pour travailler et lorsque ses disciples arrivent au lever du soleil, il trouve toujours qu'il a fini de répondre aux milliers de courriers qui lui parviennent des 4 coins du monde.
Ensuite, il s'adonne à son rituel préféré qui consiste à jeter 777 cailloux dans l'eau tous les matins. Il paraît qu'après ce rituel, il retourne chez lui avec le 778e caillou qu'il met dans une grande malle, cantine métallique, précieusement gardée par lui-même. Enfin, il paraît que ce plaisir stupide à nos yeux le repose et l'aide à combattre sa timidité. Cette timidité mortelle se mélange régulièrement soit à la mélancolie, soit à l'outrecuidance, soit à la méchanceté, soit enfin à une extrême piété. C'est dire qu'il traite les problèmes du peuple en fonction de ce qu'il vit dans le moment, dans le temps et dans l'espace. Ce que les gens viennent raconter à Fama a très peu d'influence sur sa décision. Son assentissement et son amour ne sont pas faciles à séparer et à discerner. Mamadou régulièrement se trompe lui-même en voulant se faire passer pour l'homme de confiance de Fama. Seul Fama sait qui il aime, qui il n'aime pas et qui il utilise pour atteindre ses objectifs immédiats ou futurs. Avec lui, il faut toujours rester sur ses gardes. Un proverbe de chez nous dit « Expérimente toujours dans un petit fossé le fétiche dont tu te serviras pour sortir d'un puits. » Citan était plus que jamais hébétée, ses yeux grands ouverts n'avaient aucune expression, elle semblait absente. Elle attacha vigoureusement son pagne avant de prendre la parole. « Mon cher ami, malgré tout le respect que j'ai pour toi, je ne partage pas ton point de vue sur la relation qui existe entre Mamadou et Fama. Comment peux-tu me faire croire que Fama n'aime pas Mamadou alors que les deux hommes se téléphonent tous les jours ? Citan, fais confiance à ce que je te dis, ne sois pas stupide, ne crois en rien de tous ces mensonges. Mamadou fait courir ce bruit pour se donner de l'importance. Fama ne téléphone à personne. D'ailleurs, il a une phobie du téléphone. Quand il entend un téléphone sonner, il sursaute et se met en boule comme un porc épic, prêt à larguer ses flèches sur tout ce qui sortira de cette boîte. Il paraît que ses ennemis ont la magie noire. Ils peuvent se cacher partout, même dans le téléphone. Et c'est depuis qu'on lui a dit que de quoi ils sont capables qu'il se méfie du téléphone comme de la peste. Un jour, en plein conseil, un de ses ministres qui venait de rentrer des États-Unis portait sur lui un pendentif équipé d'une alarme. Il avait camouflé son pendentif sous son boubou car Fama a horreur de tous les objets qui peuvent éveiller en l'homme le goût du luxe. Brusquement et d'une façon intempestive, l'alarme se mit à sonner. Surpris par ce bruit, Fama lança un grand cri de détresse, menaçant et strident. « Silence !» Il fit suspendre la séance, ordonna qu'on fouille méticuleusement le pauvre ministre pour extraire de son corps ce qui venait de faire ce bruit. C'est au moment de le mettre nu sur la table, scalpel et bistouri prêts pour l'ouvrir, que le pendentif se mit à sonner en tombant. Le ministre, sauvé de cette intervention chirurgicale inopinée, se rhabilla. Sa femme fit venir la brigade spéciale de déminage pour examiner le pendentif et procéder à son analyse. Les résultats ne présentaient aucun danger pour la sûreté de l'État. Fama regarda d'un air méfiant le pauvre ministre qui tremblait de tout son corps. Il lui intima l'ordre de se rhabiller avant d'ordonner la poursuite du Conseil des ministres. De là, une odeur nauséabonde se propagea dans l'hémicycle. Personne ne sut jamais d'où elle pouvait provenir. C'est pour vous intimider, vous impressionner et vous faire trembler au seul fait d'entendre son nom que Mamadou vous fait croire qu'il est très proche de Fama et qu'il se téléphone tous les jours. Comme tout le monde, il se soumet à la révolution et à Fama pour satisfaire son quotidien sans trop de peine. Il se soumet à Fama pour jouir des privilèges que cela lui procure. Enfin, comme tous les autres militants farfelus que vous connaissez, il veut vous donner l'impression d'être le fils aimé du père charismatique. Dieu prodigue ses biens à ceux qui font vœu d'être siens. Jean de La Fontaine. Jusque-là, Paul était resté dubitatif. Il se redressa et but enfin sa première gorgée. Il se rapprocha un peu plus près de moi et me dit:
Es-tu vraiment sûr que Mamadou ne fait pas partie des enfants aimés de Fama? Tu es notre meilleur ami, ne nous dis pas des choses par compassion. J'ai le sentiment que tu nous dis des belles paroles afin de nous aider à attendre notre calvaire avec moins de stress. Non, mon cher ami, ne nous donne pas de faux espoirs. Paul, je ne vous donne aucun espoir, je ne vous dis que la vérité. Fama n'a aucune relation privilégiée avec personne. Les militants PRC, qui sont les seuls humains à avoir une certaine influence sur lui, n'aiment pas Mamadou. Pour vous permettre de comprendre ce qui se passe dans ce pays, je vais vous faire une très importante leçon d'histoire. Je sais qu'il y a des gens qui me prennent pour un piètre historien, mais c'est leur affaire, je m'en fiche éperdument. L'essentiel pour moi, c'est d'enseigner la vérité historique et légendaire à mes amis. Après tout, c'est ma mission, celle que Djeliba m'a confiée avant de mourir. Le PRC est né dans la contradiction. Il est né en présence des hommes de toutes les conditions et de toutes les couleurs. Blanc, rouge, noir, jaune, arabe, albinos et même des métis. Dès qu'il est né, il s'est mis à revendiquer des droits qu'aucun noir de mémoire d'homme n'avait encore revendiqués dans notre pays. Dès lors, il s'est mis à marquer ses différences avec tous les autres mouvements de lutte pour l'indépendance. PRC est l'enfant téméraire de Adédia, mais il a toujours eu peur de parler en public. Il a toujours craint l'impopularité, c'est pourquoi il a toujours fait appel à Fama chaque fois que la vérité a été amère, impopulaire et difficile à dire publiquement. Fama l'avait adopté dès sa naissance, mais il l'a tellement aimé et protégé qu'il en est devenu l'esclave. Comme je vous l'ai déjà dit, Fama a toujours crié haut et fort que tout ce que PRC a voulu lui faire dire. L'histoire de Fama que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas connue du peuple. Elle fait partie des plus grands secrets et des plus grands mystiques de l'humanité. Ce n'est vraiment pas un conte de fées que je vais vous raconter, mais c'est tout comme. Vous êtes libre de me croire ou de ne pas me croire. La véracité des faits historiques réside quelquefois dans la façon dont ils sont révélés. Chacun raconte l'histoire à sa manière. Moi aussi, je vais vous la raconter à ma manière. Je vous invite à bien m'écouter. D'après les éléments dont personne ne dispose et qui ne sont qu'en ma possession, des éléments dont nul au monde ne se fait la moindre idée, je vais vous raconter la vraie histoire de Fama. D'après donc mes archives certifiées par le grand esprit invisible qui régule la vie de nous les pauvres humains, le vrai père de Fama était un génie. Ce génie avait une très grande puissance, il était très intelligent et très beau dans sa forme humaine. Il était très juste, mais trop intransigeant. Ce génie était d'une froideur que je ne peux qualifier. Un jour, toujours selon mes archives, ce génie serait entré dans le corps d'un homme qui a été choisi par le Conseil supérieur des esprits pour devenir le père géniteur de Fama. Cet homme élu des esprits avait fait un très beau mariage avec la mère de Fama. De ce mariage sont nés 2 garçons et 2 filles. Fama fut le premier enfant du couple, suivi de 2 filles. Le dernier des enfants, c'est-à-dire le 4e de cette fratrie, fut aussi un garçon. Ce garçon est mort en très bas âge. Il paraît qu'il n'était pas mort, mais qu'il avait simplement disparu. Il était l'incarnation du génie. Pour se retirer de la vie des humains, le génie ne pouvait pas disparaître autrement qu'à travers cet enfant, afin de pouvoir retourner d'où il venait. Voilà maintenant comment toute cette histoire a commencé.